Le Bitcoin peut-il atteindre 1 million de dollars durant ce cycle? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, il y a pas mal de personnes qui pensent que le Bitcoin il pourrait atteindre 500 000 voire 1 million de dollars durant ce cycle. Il y a notamment, comme vous le savez, le stock to flow model de plan B. Il y a et aussi récemment, CZ, le CEO de Binance, qui a également dit que durant ce cycle, le bitcoin atteindrait, probablement 500 000 ou 1 million de dollars. Il y a d'autres personnes qui soutiennent cette théorie et donc c'est ce qu'on va voir tout au long de la vidéo. Alors, comment va se, répartir la vidéo? Tout simplement en 4 parties. Première partie, à quoi ça correspond un bitcoin à 500 000 ou à 1 million de dollars? Je sais que beaucoup, ils ne se représentent pas la chose en fait. Ils ne représentent pas les conséquences ou vraiment, tout ce que ça implique. Ils se disent: «Bon, bah, le bitcoin, il doit faire 1 fois 5 ou 1 fois 10. C'est pas extraordinaire», mais c'est ce qu'on va voir dans la première partie. Deuxième partie, les conditions et les acteurs du marché et tout ce qu'il faudra pour avoir un bitcoin à 500 000 ou 1 million de dollars. Troisième partie, les objectifs graphiques de ce cycle. Pour voir si ça correspond justement, si on a des objectifs qui correspondent aux 500 000 ou 1 million de dollars. Et quatrième partie, la conclusion et mon avis. Est-ce que le bitcoin peut atteindre, ces sommes? Si oui, est-ce que c'est, probable? Avec, je vous donnerai également des pourcentages et cetera. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps et on va se diriger directement, rapidement, juste pour voir un petit coup d'œil quand même sur la cryptomap du jour. Alors, en début de journée, elle était entièrement rouge. Le Bitcoin, depuis, il a rebondi un petit peu, donc ça a repris des couleurs et c'est assez mitigé. Voilà, on a des petites hausses ou des petites chutes de globalement 3 à 5. Donc, et un petit coup d'œil aussi sur le graphique du Bitcoin. Voilà, hein, on a cassé la zone de rechargement de short. Là, globalement, on fait un pullback, on rebondit. Voilà, on va pas faire d'analyse. Si vous voulez une analyse, allez voir la vidéo d'hier. C'était juste pour jeter un petit coup d'œil pour voir qu'est-ce qui se passait. On est de retour aux alentours des 104 000 et on va passer directement au sujet du jour. Donc, premièrement, comme je vous ai dit, à quoi ça correspond? Alors, là, on a le market cap du Bitcoin. Parce que oui, si vous voulez voir à quoi correspond un Bitcoin à 100 000, à 200 000, à 500 000, à 1 million de dollars, il faut aller regarder le market cap. Alors, je rappelle, au cas où il y a des nouveaux ou des ultra débutants, c'est quoi un market cap? Le market cap, disons que c'est la valeur globale de l'ensemble des bitcoins. C'est-à-dire, pour calculer le market cap, on calcule le nombre de bitcoins. Donc, on va prendre on prend des chiffres arrondis aujourd'hui. On est aux alentours de ça. Il y a actuellement aux alentours de 20 millions de bitcoins disponibles sur les 21 millions qu'il y aura au total. Et ensuite, on multiplie par le prix. Il est aux alentours des 100K. Donc 20 millions multiplié par 100 000, ça nous donne 2 trilliards. Vous voyez que le market cap, là, il a 2 T, 2 trilliards. Si vous allez, hop, ici, capitalisation boursière du Bitcoin, vous voyez, 580 000, 312 millions, là, 67 milliards, et là, on est au trilliard. Voilà, donc déjà, il faut savoir que le Bitcoin a déjà une capitalisation assez énorme, hein. On n'est pas en millions, on n'est pas en milliards, on est au-dessus, on est en trilliards. Donc, maintenant, pour vous rendre compte un peu des choses. Un Bitcoin à 10K, il était donc à de market cap. Alors, on va pas rentrer dans les détails que lorsqu'il était à 10K, il y avait un peu moins de Bitcoin, donc il n'y avait pas 20 millions d'unités. On va prendre en compte comme s'il y en avait 20 millions à l'époque, même s'il y en avait un petit peu moins. On s'en fout. On prend 20 millions pour tous les calculs, ça ne changera pas grand-chose. Donc, à 10K, le Bitcoin représentait 200 milliards. C'est billion en anglais, c'est des milliards en fait. 10 fois moins, hein. 10 fois moins, de 2 milliards, de 2 trilliards, c'est tout simplement 200 milliards. Pour un cas, le market cap, le double, 400 milliards. À 100K, 2 trilliards. À 200K, 4 trilliards. À 500K, 10 trilliards. Et 1 million, 20 trilliards. Tout simplement 10 fois plus. Alors, pour vous faire déjà une petite comparaison, parce qu'on compare souvent le Bitcoin à l'or, l'or actuellement, après avoir bien augmenté, vous savez qu'il a bien augmenté, l'or est à 22 trilliards. Donc ça veut dire que, en gros, pour un Bitcoin à 1 million, il faudra qu'il soit à peu près équivalent au market cap de l'or. Donc déjà, il faut savoir que
au mois de janvier, donc il y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 6 mois en arrière, l'or, depuis, il a pris plus de 20. C'est-à-dire si vous enlevez 20, on est sur un market cap, il y a quelques mois, de l'or en dessous des 20 millions. Donc ça veut dire que, voilà, il faudra que le bitcoin dépasse la capitalisation, de l'or il y a quelques mois. Et si on reprend, même un an, en arrière, voire un peu plus, on est à 50. Ensuite, l'or, le graphique, il est là, parce que c'est ce qui va nous intéresser. Donc l'or, pour passer, parce que là, c'est ce qu'on est en ce moment, au 100K au bitcoin, hein. Donc on veut passer de 100K au 1 million. Combien de temps l'or, lui, il a mis pour passer de 2 trilliards de market cap à 20 trilliards de market cap? Bon, au total, la première fois qu'il a atteint le trilliard, c'était, vous voyez là, il a aux alentours de 3000, donc c'est 10 fois moins, donc 300. En 79, alors on va arrondir même, on va être gentil, en 80. Donc 45 ans, il a mis en tout pour passer de 2 trilliards de market cap à 20 trilliards. Et si on prend la dernière fois, parce que vous voyez là, il est monté, puis après il a eu une longue correction. Si on prend par rapport à là, voilà, quand il est revenu sur le market cap de 2 trilliards, bon, une poussée comme ça, voilà, hop, je vous montre, tac, 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 voilà, vous voyez, cette montée-là, sans compter tout ça, on va dire là où machin, et ben, vous voyez qu'on est quand même en 2002, il a quand même mis 23 ans pour passer de 2 trilliards à 20 trilliards. Donc, ce qu'on demande au Bitcoin pour passer de 100K actuel à 1 million, c'est de faire ce que l'or a fait en 23 ans. Voilà, juste pour vous rendre compte un peu des choses. Ensuite, un autre petit, ça, je me suis amusé parce que je trouvais ça marrant de faire ça. Pour passer de 10K à 20K, on doit faire quoi? On doit simplement faire rentrer dans le marché 200 milliards. 10K, on a 200 milliards de market cap, ça veut dire qu'il y a 200 milliards sur le Bitcoin. Pour passer à 20K, il faut trouver 200 milliards supplémentaires. On sait que c'est énorme, énorme, mais sur les marchés financiers, par rapport à la liquidité mondiale, par rapport à certains marchés comme l'or ou d'autres actifs, c'est pas énorme. La preuve, vous voyez qu'on est passé de 10K ici, donc de 200 milliards de market cap ici, à 400. On y est passé en 3 mois, même pas, à peine 3 mois. Ça peut être très rapide. Compte, pour passer de 100K juste seulement à 200K, il va pas falloir trouver 200 milliards. Il va falloir faire rentrer dans le marché, on a 2 trilliards, 4 trilliards, il va falloir faire rentrer dans le marché 2 trilliards. Ça veut dire, c'est 10 fois plus dur que de faire passer le Bitcoin de 10K à 20K. Parce que là, on devait seulement trouver 200 milliards pour entrer dans le marché. Là, on doit trouver 10 fois plus, 2 trilliards. Si on veut faire passer le Bitcoin de 100K à 1 million, là, c'est plus 2 trilliards qu'il va falloir trouver. Il va falloir trouver 18 trilliards. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, va falloir faire rentrer beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Alors là, je me suis amusé un petit peu. C'est quoi ça? Je me suis dit, on est 8 milliards sur Terre. Bon, bien entendu, en vrai, il faudrait enlever les moins de 18 ans, tous ceux qui n'ont pas de revenus. Mais c'était juste pour l'exemple, pour vous montrer un exemple. On est 8 milliards. Pour faire passer le Bitcoin de 10K à 20K, il aurait fallu, c'est-à-dire en moyenne, que chaque personne sur Terre, les 8 milliards, c'est-à-dire y compris les femmes, les enfants, les bébés, tout le monde, mette 25 dollars de sa poche. Si tout le monde met 25 dollars, 8 milliards fois 25 dollars, ça nous fait 200 milliards. C'est ce qu'il nous fallait pour passer de 10K à 20K. Maintenant, pour passer de 100K à 200K,
il nous faut 10 fois plus. Ça veut dire qu'il faut chaque personne dans le monde, les 8 milliards de personnes, mettre 250 $ de sa poche. Pour passer de 100 K, donc le prix actuel, à 1 million, il faut que chaque personne sur Terre, les 8 milliards d'êtres humains, mettent en moyenne, bien entendu, c'est une moyenne, 2 500 $ de sa poche. Ça veut dire, si tous les êtres humains sur Terre, y compris les bébés, les enfants, les femmes, les vieux, mettent chacun 2 500 $, ça nous fait passer un bitcoin, dans le bitcoin bien entendu, ça nous fait passer un bitcoin de 100 à 1 million de dollars. Donc vous voyez que c'est quand même énorme, parce que surtout si vous enlevez les moins de 18 ans et plus de 80 ans, vous enlevez 50% de la population mondiale, à peu près. Donc c'est plutôt, il nous reste 4 milliards, donc ça serait plutôt 5 000 $ tout le monde devrait mettre. Bon, si vous enlevez les femmes, vous doublez encore. Pourquoi j'enlèverais les femmes? Dites-moi. Regardez les chiffres des gens qui ont investi dans les cryptos, dans le bitcoin. Regardez les chiffres des personnes qui visionnent les vidéos YouTube. Tous les personnes qui ont partagé, que ce soit des Français ou des anglophones, ou peu importe les pays. En France, on a sur les chaînes YouTube entre 1 et 3-4% de femmes qui suivent les vidéos. Et dans le monde, on est entre 1 et 5% en moyenne. Il y a grand max 5% de femmes en fait qui suivent les cryptos. Donc il y a très très peu de femmes investies dans les cryptos. Hein, donc si je devais enlever les moins de 18 ans et les femmes et les plus de 80 ans, cette somme elle passera probablement 8 milliards pour tous ceux qui restent. 10 000 $, excusez-moi, par personne, pour faire passer un bitcoin de 100 K à 200 K. Voilà, donc ça, j'espère que vous avez bien compris quand même ce que ça représente. C'est quand même énorme, c'est pas rien. Et pour ça, pour faire donc passer le bitcoin de 100 K à 1 million, eh bien, il faudra vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et l'or, comme je l'ai dit, il a mis plus de 20 ans à faire ça. Et on voudrait que le bitcoin fasse ça en 6 mois. Ensuite, deuxième partie, les conditions et les acteurs du marché. Donc, une des conditions, enfin c'est une condition, c'est plutôt quelque chose qui va grandement favoriser ou faciliter le fait d'avoir un bitcoin qui puisse exploser. À elle seule, ça suffira pas, mais ça va grandement faciliter si on a les acteurs qui, parce que, hein, je vous rappelle, pour faire augmenter le prix, hein, c'est l'offre et la demande, il faut des acheteurs pour faire augmenter le prix tout simplement. Et plus d'acheteurs que de vendeurs, parce que face aux acheteurs, n'oubliez pas, aux acheteurs, il y a également des vendeurs. Donc que des gens achètent le bitcoin, c'est bien, mais pour que le prix monte, il faudra aussi que les gens ne vendent pas leur bitcoin. Retenez toujours ça. Ou du moins qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de vendeurs que d'acheteurs. Parce que si on a de plus en plus d'acheteurs, mais également pas mal de vendeurs, bah, ça ralentit forcément la montée du prix. Donc, pour faciliter cette escalade, il nous faudra quoi? De la liquidité. Et c'est pour ça que souvent, on regarde le graphique de la liquidité globale. Si vous voulez, c'est un peu l'impression monétaire. Alors, on pourrait regarder le M2, hein, je vais vous l'afficher là, comme il y a beaucoup de youtubeurs qui regardent le M2, mais pour l'étude en question, on va plutôt regarder la Global Net Liquidity. Est-ce qu'il est mon M2? M2, voilà. Alors, le M2, c'est ça, hein, comme vous savez, on l'avait suivi de près les derniers mois, parce qu'on avait eu un bottom et en général, peu après de temps, le Bitcoin suit, et on avait bien déterminé le timing parfait, hein, ça devait être en mois d'avril, et c'est là qu'on a eu le rebond, qui suit ce rebond-là en fait. À chaque fois, souvent, on a un peu de retard. Comme là, vous voyez, on avait trouvé un bottom, on a commencé à monter, et quelques temps plus tard, on a trouvé un bottom, et puis on a suivi une correction, la correction, elle a suivi, et là, voilà. Donc là, pour l'instant, ça continue à monter, donc là, théoriquement, ça devrait continuer encore à monter. Si ça suit le pattern que ça suit depuis le début. Bref, mais ce graphique-là, il est moins intéressant que celui que je vous présente, parce que vraiment, on peut avoir vraiment une vision un peu plus claire pour l'idée que je voudrais développer. Liquidité, L. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, durant ce bull run 2014, 2015, 2017, on a eu une forte augmentation de la liquidité mondiale. Et ça nous a donné quoi? Ça nous a donné un très fort bull run. Un très joli bull run. Ensuite, ça a stagné, même ça a légèrement diminué, et on a eu quoi? Un bear market. Et ensuite, on a eu, non plus une forte, mais une très forte
liquidité, hein, c'était suite au pic du Covid. Donc énormément de capitaux, de liquidités, d'impression monétaire, notamment des États-Unis, et ça nous a donné cette jolie poussée de croissance. Depuis, eh bien, on est sur une pente descendante. Alors oui, il y a des rebonds. Il y a un rebond là qui nous a donné cette belle poussée. Il y a un rebond là qui nous a donné cette belle poussée. Il y a un troisième rebond là qui nous a donné cette troisième poussée. Et là, on a un quatrième rebond, potentiellement, cette quatrième poussée. Mais ça reste quand même par rapport à ici ou ici, et ici assez faible. Et ça reste des sommets toujours plus bas et des bas toujours plus bas, hein, une tendance baissière. Hein. Ce qu'il nous faudrait, nous, hein, vous voyez, ça forme comme une sorte de canal. Hop, voilà. Il nous faudrait, c'est briser ce canal. Bon, c'est ce qu'on est peut-être en train de tenter de faire. Et faire des nouveaux plus hauts. Voilà, pour avoir un truc qui, il faudrait un truc qui parte à un truc puissant. Un truc puissant, vous voyez. On le voyait moins quand c'était zoomé ici, que c'était puissant, mais vous voyez que c'est quand même assez puissant. Très puissant. Là, vous voyez que ça manque de puissance. Si on pouvait avoir quelque chose comme ça, après la valider, hop, et avoir une forte montée, ça faciliterait grandement, eh bien, un Bitcoin qui pourrait exploser. Parce que plus il y a de liquidité, plus elle peut être déversée sur les marchés. Alors, elle ne sera pas déversée que sur le Bitcoin, sur les marchés traditionnels, sur l'or, peu importe, mais elle sera déversée sur les marchés. Et souvent, ça se reverse sur les marchés à risque. Et le marché le plus à risque, ça reste les crypto-monnaies. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra faciliter grandement. Si on n'a pas de grosses poussées de liquidité, ça va être beaucoup plus compliqué et la probabilité qu'on atteigne, que ce soit 500 000 ou 1 million de dollars, diminuera fortement. Maintenant, on va passer aux acteurs du marché. Je les ai coupés en 3 catégories, hein. Je vais essayer de garder essayer de faire les choses simples pour que tout le monde puisse comprendre. Donc vraiment, je simplifie les choses. J'ai fait 3 catégories. Premièrement, une catégorie que j'ai nommée retail. Les retail, c'est les petits particuliers, donc les petits, les moyens, voire gros portefeuilles. Parce que dans les retail, il y a aussi des gros portefeuilles. Ensuite, deuxième catégorie, la smart money. C'est des gens un peu plus avancés, des gens, smart money dit monnaie intelligente, des gens professionnels, des gros portefeuilles, des très gros portefeuilles. Et dernièrement, la catégorie institutions, les banques, les pays. Et là, donc, c'est des très, très, très gros portefeuilles. Donc, pour avoir un Bitcoin à 500 000 à 1 million de dollars, il faudra au moins que 2 de ces 3 catégories soient présents, soient très, très, très fortement et investissent massivement dans le Bitcoin. Donc, on va commencer par le plus simple à analyser, c'est la smart money. En gros, si vous voulez, la smart money, on va représenter ça un peu par les ETF. Voilà, c'est un peu la catégorie de gens qui vont investir dans les ETF. Donc, il y a eu les ETF sur Bitcoin, ça apportait pas mal de liquidités. C'est ce qui a permis au Bitcoin de passer de 40K à 100K en grande partie. C'est pour ça aussi que ce bull run, il n'est pas dirigé par les petits particuliers comme on a eu dans les bull runs précédents, mais par la smart money. C'est ce que je vous avais dit avant même que le bull run commence. Et c'est pour ça que je vous avais dit aussi que ça va être difficile pour les altcoins et qu'il n'allait pas avoir autant d'explosion sur les altcoins que par le passé, parce que la smart money, elle investit en grande partie, en grande majorité dans les ETF du Bitcoin. Et pas sur les petites cryptos. Donc, eux, ils sont déjà là et ils vont probablement, si le Bitcoin continue à monter, ils vont probablement continuer à investir de plus en plus. À cela, il y a 2 problèmes. C'est on l'appelle smart money parce que c'est plutôt des professionnels, des gens intelligents ou des gens qui sont, très bien encadrés et donc ils vont pas investir n'importe comment. Si le Bitcoin, il devait passer dans 3 semaines de 100 à 200 000 dollars, ils vont pas forcément acheter, comme tout le monde, du FOMO, acheter un top. Ils vont attendre des corrections. Donc pour qu'on ait vraiment un afflux de smart money durant
une hausse du Bitcoin, il faudrait que la hausse soit un peu tranquille comme ça, vous voyez? Qu'on monte, on fasse un palier, on corrige un peu, ils peuvent investir tranquillement, on monte, on corrige un peu, ils peuvent investir tranquillement, on monte. Vous voyez? Si on monte tout d'une traite, hein, si on a quelque chose comme ça, ils vont pas investir là. Ils vont pas investir là. Parce qu'ils savent que c'est trop risqué, il faut attendre des corrections. Donc si un Bitcoin s'enflamme trop rapidement, ils vont être frileux pour investir. Donc il faudra qu'on ait un Bitcoin qui construise sa montée durablement. Deuxième point à préciser, donc c'est d'une, il ne faudra pas un Bitcoin qui explose trop fortement si on veut avoir la smart money qui rentre petit à petit et continuellement. Deuxième point, ne pas oublier que la smart money prend des profits. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire les couilles en acier ou les couilles en titane. Ils vont pas garder leur Bitcoin pendant 10 ou 20 ans ou attendre que le Bitcoin soit à 500 000 ou 1 million de dollars pour prendre des profits. La smart money prend des profits. Ça veut dire que si elles achètent maintenant, à 150K, à 200K, elles vont prendre des profits. À 300K, à 400K, peu importe. Elles vont prendre des profits sur le chemin. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas garder leur Bitcoin jusqu'aux 500K ou 1 million de dollars. Ils ne vont pas tout revendre leur Bitcoin, mais ils vont prendre leur profit. Hein, s'ils achètent à 100K, à 200K, ils peuvent très bien vendre la moitié. Comme ça, ils récupèrent leur mise de départ et ils ont un investissement gratuit. Donc, ça va créer des ventes. Des ventes contrebalance des achats. Donc ça, la smart money, oui. Si le Bitcoin continue à monter, elle sera là. Mais à elle seule, ça ne suffira pas à faire aller un Bitcoin à 500 000, 1 million de dollars, parce qu'il faudra des conditions précises. Et il ne faut pas oublier qu'ils vont prendre des profits sur le chemin. Deuxième catégorie, les institutions, les banques, les pays. Alors, là, c'est la case la plus incertaine, la case la plus difficile à prédire, parce que c'est un peu un poker qui tout double. Pour le moment, on a quoi? On a le Salvador, qui est arrivé en premier il y a à peu près 2 ans. Petit pays, donc bien entendu pas suivi. Un peu, c'est quelque chose qui a attisé la curiosité, c'était le premier, et cetera. Ça on en a fait parler un peu, mais il est trop petit et trop petit et trop insignifiant pour qu'on ait d'autres pays qui suivent ou des grosses banques mondiales. C'était un peu, un truc un peu drôle, un peu, voilà, extravagant, mais c'est pas suivi. Alors vous allez me dire: «Oui, mais maintenant il y a les États-Unis». États-Unis, une des premières puissances mondiales, c'est pas rien. Effectivement, c'est pas rien. Mais de 2 choses l'une. Premièrement, effectivement, ils ont dit qu'ils allaient construire une réserve de bitcoin, mais ils vont pas, du moins pour le moment, c'est pas prévu qu'ils en achètent. C'est juste les bitcoins qu'ils ont confisqués, ceux qu'ils ont déjà, et cetera. Mais c'est pas prévu qu'ils achètent du bitcoin. Et ça a bien été noté par tout le monde. Deuxièmement, le problème, c'est Trump. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de monde, c'est plus une décision de Trump que des États-Unis. Vous savez que depuis son arrivée, Trump a pris énormément de décisions et la grande majorité d'entre elles sont assez controversées. Pour beaucoup, le fait que les États-Unis ont décidé de faire du Bitcoin une réserve de monnaie, c'est plus une lubie, une des décisions farfelues, entre guillemets, controversées que Trump a pris. Et ils se disent que ça se trouve, quand Trump sera plus là, eh bien, ça pourrait être annulé. Hein. Si cette décision avait été prise, par exemple, par Biden et qu'elle avait été continuée, validée par Trump, ça aurait été différent. Mais là, je vous assure que pour beaucoup de monde, c'est un peu une des nombreuses folies que Trump a potentiellement fait. Donc c'est ça qui bloque un peu. Donc maintenant, pour avoir un afflux de monnaie des banques et des institutions des pays, il nous faudra soit beaucoup de petits pays qui commencent, à faire comme le Salvador ou les États-Unis ou quelques gros pays, hein. Et dans les semaines ou mois à venir, on a l'Angleterre ou l'Australie, la Russie ou la Chine, le Japon, hein, 2-3 de ces des gros pays, hein. Je parlerai pas de la France parce que c'est impossible. On a un pays, de retardé, d'attardé ou je sais pas. On est tout le temps en retard. L'Allemagne, si on a 2-3 gros pays qui suivent le modèle des États-Unis et effectivement, là, ça pourra enclencher, heu,
et bien que de plus en plus de pays, beaucoup de pays du coup suivent et et pratiquent ce modèle, c'est-à-dire de faire du bitcoin une réserve de monnaie. Et là, effectivement, le bitcoin pourrait très, très, très facilement atteindre 500 000, 1 million, voire même beaucoup plus si ensuite ça devient la norme et que, la majorité des pays dans le monde font la même chose. Là, le bitcoin, 10 millions de dollars, c'est plus un rêve. Mais de 2 choses l'une. D'une part, c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois, hein. D'abord, il y a des discussions, il y a des votes, il y a des machins, ça se met en place. Donc entre le temps qu'ils y réfléchissent, qu'ils mettent en place, que ce soit accepté et qu'ils commencent à acheter du bitcoin, ce sera pas dans 6 mois. Ouais. Et deuxièmement, faut déjà que certains pays, comme je vous ai dit, enclenchent le mouvement. Donc déjà, on doit avoir deux trois gros pays ou plein de petits pays qui commencent à enclencher le mouvement, et ensuite, il faut que les autres suivent, et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, est-ce que dans les années à venir, ça va se produire? Il y a de fortes chances. Dans combien de temps? 3, 5, 10 ans? Très probable. Est-ce que dans 6 mois, un an, ça va se produire? Beaucoup moins probable. Voilà. Après, tout est possible, mais le timing est pas forcément bon. C'est pour ça que, je vous ai dit, c'est un peu la catégorie la plus incertaine, parce que effectivement, si les, les pays et les banques, parce que c'est toujours un peu lié, rentraient dans le game, un bitcoin à 1 million de dollars, à 10 millions de dollars, c'est plus un rêve. Mais c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs années. Donc, il nous reste une dernière catégorie, les retail, les petits particuliers. Et pour ça, eh bien, ils nous font, globalement, si on veut vraiment un bitcoin à 1 million de dollars, hein, et les 2500 dollars par personne, il nous faudrait une démocratisation, tout simplement, euh, des cryptos. Est-ce qu'on est loin encore d'avoir un exemple? Et au contraire, je vais même dire que ça se complexifie, hein. Quand j'ai commencé les cryptos, en fin 2017, début 2018, c'était extrêmement facile d'ouvrir un portefeuille sur la plupart des échangeurs, Binance, Kraken, KuCoin, peu importe. Il y avait énormément d'échangeurs où il y avait pas de KYC, voire très peu, très léger. C'était assez simple. En 5 minutes, vous pouviez ouvrir des comptes. Les plateformes étaient ultra simples, hein. Il y en a beaucoup, ça se contentait d'avoir du spot. Il n'y avait même pas de trading. Donc, vous aviez que 2-3 onglets, hein, 1 ou 2 onglets. Il y avait peu de crypto dans les échangeurs. Coinbase, je me rappelle quand j'ai commencé, il y avait crypto, hein, il y avait Litecoin, Bitcoin, Ethereum et l'autre, le faux Bitcoin, là, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash? Ouais, bref, il y avait 4 cryptos. Sur Binance, il y en avait peut-être, je sais pas, 30, 40, 50. Voilà, sur Kraken, il y en a peut-être une vingtaine. Voilà. Maintenant, les plateformes crypto, donc 80%, elles demandent des KYC très compliqués. Il y a des dizaines, des centaines de cryptos et surtout, les plateformes, elles sont extrêmement complexes. Il y a du trading, il y a du copy trading, il y a du earning, il y a du launch pool, du launchpad, du airdrop. Il y a des dizaines d'onglets et de pages différentes dans les plateformes. Pour un retail, qui commence, c'est extrêmement compliqué. Il y a des vérifications, des doubles authentificateurs. Enfin bref, comparé à quand moi j'ai commencé, c'est ex- c'est devenu beaucoup plus compliqué pour comprendre l'univers, acheter et revendre, des cryptos. Alors que si on veut une démocratisation, c'est l'inverse, il faut aller dans une simplification à l'extrême. Monsieur, madame, tout le monde, votre grand-oncle, grande-tante, vos parents, vos grands-parents, je pense pas qu'ils vont investir dans les cryptos à l'heure actuelle. Il faudrait vraiment que, moi je vois ma famille, hein, qui sont plus âgés que moi, hein, mes tantes, mes oncles, ma mère, elles vont jamais investir dans les cryptos tels que c'est maintenant. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus simple. Et le problème, c'est que sur, du coup, le reste de la population, c'est-à-dire les gens qui ont le profil
d'investisseurs crypto, comme vous et moi. Donc globalement, hein, le profil actuel, je suis désolé de dire ça, mais c'est plutôt des gens de 20 à 60 ans, des mâles, des hommes de 20 à 60 ans, avec un profil un petit peu soit, déjà un profil un petit peu financier ou un petit peu aventureux ou un petit peu, heu, geek ou un petit peu vous voyez? C'est pas tout le monde et la grande, 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 grande majorité de ces gens-là sont déjà investis dans les cryptos. Pourquoi? Parce que et ça on l'a vu plein de fois, hein, on l'a même vu, vous avez fait des vidéos exprès avant le début de ce bull run, hein, ça veut dire en 2022, 2021-2022, pour vous dire que ça va être compliqué, notamment pour les altcoin season et cetera, parce que la grande partie des gens qui, sont susceptibles d'investir dans les cryptos, ont déjà investi dans les cryptos. On est où là? Voilà. Ici, hein, quasiment personne connaissait le bitcoin. Avant 2015, quasiment personne connaissait le bitcoin, les geeks. Ici, on a eu de plus en plus de gens qui connaissaient le bitcoin. C'est-à-dire que là, on avait grosso modo quasiment 90-95 des gens, 90 des gens qui connaissaient pas le bitcoin, donc dont tous ceux qui sont susceptibles, qui ont le profil pour investir. Et petit à petit, ils ont entendu parler du bitcoin et on a pu avoir les petits particuliers qui ont le profil, qui sont venus en masse. Ici déjà, en 2017-2018, pratiquement plus de la moitié, plus de 50, plus de 60 connaissaient déjà le bitcoin. On en parlait déjà à la télé, des influenceurs. Je me rappelle en France, par exemple, il y avait Nabila qui avait, promis le bitcoin. Il y avait d'autres. Il est passé à TF1, voilà. Donc, il y a largement plus de 50-60 qui connaissaient le bitcoin. Ensuite, on en a commencé à parler dans les chansons, dans les films, dans les séries. Ici, les derniers qui n'avaient pas entendu parler, ils en ont entendu parler, tout ça, et ils ont probablement commencé à investir, surtout à partir de là, parce que là, ils pensaient que c'était mort, tout le monde disait que c'était mort, et quand le Bitcoin il a atteint les nouveaux sommets, tous ceux voilà, qui n'avaient pas entendu parler là, ils en ont parlé là et sont rentrés là. Mais ici, en 2021, 2022, là, tout le monde connaît le Bitcoin. Hein. Là, on était à 10%, là, à 60%, là, on est à 90-95% des gens qui connaissent le Bitcoin. Tout le monde a au moins entendu déjà parler Bitcoin crypto. Ça veut dire que tous ceux qui ont le profil d'investir dans les cryptos, ils en ont déjà entendu parler ici et ils sont déjà rentrés et si c'était trop haut et qu'ils ont attendu une correction, bah, ils sont probablement déjà rentrés maintenant et maintenant, tout le monde connaît les cryptos. Tous ceux qui ont le profil pour investir, ils sont déjà rentrés parce que s'ils ne sont pas rentrés, heu, c'est le market cap, mais s'ils ne sont pas rentrés à un bitcoin à 2 000, à 10 000, à 4 000, à 5 000, à 10 000, à 50 000, à 15 000, à 20 000, à 30 000, à 40 000, à 100 000, ils ont vraiment le profil d'investisseur crypto, pourquoi ils vont rentrer à 150, à 200, à 300, à 400, à 500 000 $? Voilà. S'ils ont le profil d'investisseur, crypto, ils sont déjà rentrés dans le marché. Donc si on veut un afflux de nouveaux arrivants, c'est justement, il faut toucher, comme je vous dis, les autres. Ceux qui n'ont ils n'ont pas justement un profil d'investisseur. Parce qu'on ne peut plus compter sur les gens qui connaissent pas le bitcoin. Tout le monde connaît le bitcoin. Oui, avant, on pouvait compter sur les gens qui connaissaient pas le bitcoin. Hop, on fait connaître le bitcoin, tout le monde arrive, on fait connaître le bitcoin, tout le monde arrive. Mais maintenant, tout le monde connaît déjà le bitcoin. Donc s'ils n'ont pas déjà investi, pourquoi ils vont investir? Et donc, pour ce fait, si on veut vraiment une démocratisation des cryptos, il faudra du changement. Peut-être que la banque en propose aux particuliers, par exemple. Il nous faudra la simplification, des plateformes, peut-être qui reviennent à l'essentiel. Des plateformes qui se disent: «On fait pas de trading, nous on fait juste de l'achat-vente en spot, pas de learning, pas de machin, pas de ceci». Voilà, un peu, comme à l'ancienne. Je sais pas, hein, c'est un exemple. Pour que monsieur, un KYC très simple, et cetera, hein. Quelques boutons à droite à gauche, voilà, une interface assez, claire, épurée, mais en tout cas, à l'état actuel des choses, pour toucher ceux qui sont pas un profil d'investisseur, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et encore une fois, il y a peu de chances que ça arrive dans les 6 prochains mois. Donc voilà, donc pour résumer les acteurs, les petits particuliers, tout le monde connaît le bitcoin maintenant. Ceux qui n'ont pas déjà investi, ils vont probablement pas investir dans les 6 mois qui viennent.
La Sainte Monnaie, ils vont être là. Eux, il y a pas de problème, ils seront toujours présents. Mais il faudra pas que le bitcoin décolle trop vite. Il faudra qu'il prenne son temps, qu'il fasse des paliers et ne pas oublier que eux, ils vont prendre des profits sur le chemin et ensuite, les pays, les banques, les grosses institutions, eh bien eux, heu, ils seront sûrement là dans les prochaines années, mais dans les 6 mois à venir, c'est peu probable que ça se mette en place parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, donc faut avoir quand même toutes ces considérations en tête. Alors maintenant, on va passer aux objectifs graphiques. Donc, premier objectif, alors, c'est pas vraiment le graphique du Bitcoin, c'est le graphique d'un modèle. C'est justement un modèle qui défend un Bitcoin à minimum 400-500 000 $. C'est le stock to flow modèle, hein. Comment ça se passe? Vous voyez, on part sur une ligne plate et après le halving, ça monte, une nouvelle ligne plate et vous voyez, le Bitcoin, il dépasse cette ligne-là, hein. Pareil, ensuite, nouveau halving, hop, ça monte, on repasse à plat. Prochain bull run, il dépasse cette ligne à plat. Ça remonte, on a la ligne à plat. Prochain bull run, ça dépasse, cette ligne-là. Pareil, le dernier bull run, après le halving, ça monte et on a dépassé très légèrement. Vous voyez que le dernier bull run, on était moins bullish que les autres, on a quand même dépassé très légèrement. C'est se mis à plat, halving, ça monte et bah, techniquement, si on devait refaire pareil que les précédents, on atteindrait cette ligne-là, grise, soit très légèrement ici, soit beaucoup plus haut comme les précédents, ou soit un peu moins si on était encore moins bullish que le précédent, et ben, très légèrement, bah, voilà, vers la borne basse, vous voyez, on ne dépasserait pas, on atteindrait pile poil peut-être cette ligne-là. Et donc cette ligne-là, vous voyez que là, on est aux 100 000 $. Chaque ligne, ça représente 100 000 $. Donc 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Vous voyez, donc au minimum, la borne basse, elle serait à 400 000. Et ensuite, la borne haute, 500 000. Et si, bien entendu, on devait dépasser comme un petit peu là ou beaucoup là, eh bien, on aurait 600 000, 700 000, 800 000, voire même, effectivement, si on devait dépasser comme là ou là, on irait euh, au 1 million de dollars. Donc, le stock to flow stock to flow modèle, il nous dit qu'on doit avoir un Bitcoin durant ce cycle qui atteint minimum 400-500 000 $, voire il pourrait atteindre aussi 600, 700, 800, 1 million, voire peut-être même un peu plus, hein, voilà, si on avait quelque chose comme ça. Donc là, à vous de voir si vous croyez au stock to flow model. C'est un indicateur. Vous avez les calculs d'ailleurs, hein, voilà. Vous pouvez aller voir les vidéos de plan B, hein, qui vous expliquera, hein, surtout dans ses premières vidéos, exactement c'est quoi. Et puis voilà, donc ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est un indicateur qui nous dit qu'effectivement le bitcoin, si on suit, ce qu'on a fait par le passé, devrait atteindre au minimum 400-500 000 $. Bon, maintenant quelque chose, que moi je trouve un peu plus, sérieux, c'est tout simplement l'analyse graphique. Donc là, on va pas faire 40 000 exemples, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo, alors, je sais pas si elle est dans une playlist, mais sur les objectifs du bitcoin pour ce bull run, avec je sais pas 5, 6, 7 modèles de calcul. Donc on va pas refaire tout aujourd'hui. La vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 3 heures. On va rester sur des choses assez simples, hein. On va prendre ce graphique-ci, c'est par rapport au bull run précédent et ensuite on va prendre par rapport à ce bull run, bien entendu avec des Fibonacci, avec des vagues d'Elliott et cetera. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous ne savez pas c'est quoi l'elliotisme ou les Fibonacci, allez voir tuto vague d'Elliott pour comprendre ce que je raconte et ce que oh, là j'ai du mal. Et aussi ce que les autres youtubeurs, vous racontent quand ils parlent d'idiotisme ou, aussi de Fibonacci. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations, utiliser les liens d'affiliation, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader et pour investir sur les cryptos. Et si vous voulez vous diversifier, c'est extrêmement important de se diversifier sur les actions, sur l'or, sur peu importe. Trade Republic, meilleure plateforme pour investir dans les marchés traditionnels. Vous pouvez également faire une petite donation avec le petit merci qui est là, à partir de 2 €. Et pour moi, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est d'en devenir membre. Et vous avez 4 petits paliers. Chaque petit palier vous donne, différents bonus et à partir du deuxième palier, VIP 1, 4,99 par mois, vous avez notamment accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà, et puis bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez tout simplement vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, on va faire un petit jeu. Dites-moi en commentaire si vous pensez, vous, que durant ce cycle, le bitcoin
va atteindre 500 000 ou 1 million de dollars, voire plus. Et on va faire un gros jeu. Tous ceux qui auront laissé un commentaire en me disant s'ils pensent vraiment que le Bitcoin va atteindre 500 000 ou 1 million de dollars ou pas, et qui sont abonnés, bien entendu. Si le Bitcoin atteint 500 000 dollars, je leur donnerai 50 dollars. À tout le monde, hein. Il n'y a pas de tirage au sort ou quoi que ce soit. C'est tous ceux qui ont laissé un commentaire pour dire leur avis. Si le Bitcoin atteint 500 000 dollars, je leur donnerai à tous les commentaires qui sont abonnés, 50 dollars. Si le Bitcoin atteint 1 million, je vous donnerai à tous 100 dollars. Tous sans exception. Il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a rien. C'est tout le monde qui aura laissé un commentaire en disant ses objectifs pour le Bitcoin. Peu importe que vous vous trompiez ou pas. C'est tout le monde. Voilà. Bien entendu, euh, ce mois-ci, hein, si vous postez un commentaire, vous voyez la vidéo dans 3 mois. Non, voilà, on est au mois de mai, donc c'est tous ceux qui auront laissé un commentaire sous la vidéo au mois de mai. Vous avez quand même plus de 2 semaines, donc voilà. Heu et bien entendu, que ceux qui sont abonnés, hein, donc abonnez-vous, laissez un commentaire et si le Bitcoin atteint 500 000, vous aurez 50 dollars. S'il atteint 1 million, vous aurez 100 dollars. Sans tirage au sort. Ce sera pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bref, donc revenons-en à nos moutons. Par rapport au précédent bear market, j'ai fait 2 calculs tout simplement, un avec des extensions Fibonacci et un avec un retracement. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Donc on prend le bottom d'un précédent bear market, le top du bull run et le bottom. C'est comme ça, c'est avec 3 points qu'on fait des extensions. Et on peut voir que le top, ça s'est fait quasiment pile poil au 0,786. Vous voyez, je vous ai marqué les chiffres là, 0,786. Je refais la même chose pour le prochain bull run. On a atteint pile poil on a dépassé avec des petites mèches. Voilà, vous voyez, mais globalement, les clôtures, c'était au 0,618. On a dépassé légèrement avec des mèches, hein. 0,618, encore une fois, je l'ai marqué ici. Et donc, si on fait la même chose ce coup-ci, hop, 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 donc bottom, top et bottom. Donc 0,786, 0,618. Donc on peut dire, lui, il est plus faible. Donc si il est faible, ce sera 0,618. Si on a un bull run euh, plus fort comme en 2017, comme ça, 0,786. Hop, je vous ai mis un rectangle jaune. Deuxième méthode, encore plus simple, on prend un retracement Fibo. Tac. On peut voir qu'on a fini entre les 1,618 et les 261,8. Donc je vous l'ai mis là, 1,618, 261,8. On peut voir qu'on s'est arrêté ni sur l'un ni sur l'autre. On s'est arrêté un peu plus haut que la moitié. Un peu plus que la moitié, hein, les 3/4. Et ici, retracement Fibo. On s'est arrêté pile poil sur les 1,618. Et encore une fois, on a fait des petites mèches au-dessus, hein. Les clôtures, c'est 1,618, mais on a fait des petites mèches au-dessus. Et je vous l'ai marqué là, 1,618. Donc, bon, bah, je vais pas vous remontrer, mais j'ai fait pareil ici. Donc, j'ai pris, là, c'est entre les deux. Là, c'est 1,618. Donc, encore une fois, ce sera entre les deux. Et je vous ai mis un rectangle blanc. Avec un niveau là, c'est quoi le niveau là? Bah, c'est pour correspondre à celui-là. Rappelez-vous, il était un peu entre les deux, légèrement au-dessus. Donc voilà, c'est à peu près ce niveau-là. Donc globalement, par rapport au premier calcul, si on a un bull run digne du bull run précédent, le premier objectif, on l'a déjà atteint. Et regardez d'ailleurs, hop là, regardez, c'est aux environs des 102 000 dollars. C'est le niveau mensuel, c'est le niveau qui bloque. Regardez, mèche, on est rejeté, mèche, on est rejeté, on est rejeté. Et là, on est peut-être en train d'essayer de casser ce niveau. Donc, effectivement, si on casse, hein, c'est ce qu'on a vu dans l'analyse d'hier, si on casse en mensuel avec bougie de confirmation les 102 000 dollars, eh bien, il pourrait y avoir un décollement, hein. Vous voyez, en plus sur la structure là, on casserait cette structure là, et on pourrait effectivement rejoindre du coup la deuxième target qui sont les 0,786. Donc c'est ici, 0,786 aux 170 000 dollars. Le target faible du précédent bull run, on l'a déjà atteint, 102 000 dollars. Deuxième target, 170 000 dollars. Avec le deuxième
ça veut dire les retracements Fibonacci. On a le premier niveau qui est aux 170 000 d'ailleurs, hein, ça veut dire qu'il correspondrait à un bull run comme le précédent. Et le deuxième niveau, qui collerait au précédent bull run, donc entre les deux légèrement plus haut que la moitié, aux 445 000 effectivement, vous voyez, au niveau des 500 000 donc qui collerait au stock to flow model. Et si on devait carrément être plus bullish que le précédent et atteindre les 261,8, chose qu'on n'a pas faite, hein, rappelez-vous, on s'arrêtait entre les deux, eh bien les 261,8, eux, sont aux 770 000 Voilà. Il n'y a rien qui nous met 1 million. On peut dire que c'est pas possible d'y aller, mais en tout cas, il faudrait qu'on ait un bull run beaucoup plus puissant que les précédents, même que le bull run, hein, qui nous avait passé de 150K à 20K. De 150 $ à 20K, excusez-moi. Donc ça, c'est par rapport au graphique précédent. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une confluence ici entre euh, cette méthode et cette méthode. On a une confluence aux alentours des 170K. Retenez bien. Donc ça peut être une target à privilégier. Par contre, pour ceux qui veulent des targets un peu plus réalistes. Deuxième figure, c'est pas par rapport au bull run précédent, mais c'est par rapport à ce bull run-ci. Donc vous savez que moi j'ai deux plans bullish. Donc on va voir les deux plans. J'ai un plan bullish et un plan très bullish. Ça, c'est le plan bullish. C'est-à-dire qu'on va continuer à monter et on a 5 vagues haussières. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la vague 5. On a déjà fait 1, 2, 3, 4. Et là, on est dans la dernière vague rose. Donc, les targets des vagues jaunes, on a déjà atteint la première aux alentours des 100 000 $. On a ensuite aux 127 000 $, puis aux 176 000 $. Ah, rappelez-vous, près des 170 000 $, hein, ici, la confluence. Et enfin, dernière target, 227 000 $. Ça, c'est pour les vagues jaunes. Bon, ensuite, on a des sous-vagues roses. Les sous-vagues roses, on a 130 000 $. Donc, on a une belle confluence ici. Donc, une target à privilégier. Ensuite, 169 000 $. Donc, confluence aux alentours des 170 000. Encore une fois. Hein, c'est-à-dire qu'on irait là. Encore une fois, target à privilégier. Et ensuite, on a une dernière target rose qui est ici. Et parfait, alors même plus en confluence, elle est pile poil au même niveau que la dernière target jaune qui se trouve aux 228 000 $. Et j'ai pas de target plus haute pour ce scénario. Sachez que ici, c'est déjà des targets extrêmement bullish pour ce scénario. Extrêmement bullish. Pour ce scénario, il vaut mieux privilégier les 130 000 $ ou les 170 000 $. Bon, ensuite, il y a le scénario plus bullish, c'est le même principe, on a toujours 5 vagues jaunes, on est toujours dans la vague 5 jaune, sauf que dans les roses, on a fait seulement une vague, deux vagues, et il nous reste 3, 4, 5. Donc forcément, on a des targets plus hautes. Alors on a toujours nos targets jaunes que j'ai remis là, aux alentours des 170 000, des 222 000, des 270 000, mais on a également les targets roses, euh, et elles sont comprises entre 200 000 et 243 000 pour les targets, on va dire classiques. Et ensuite, on a une target plus bullish aux 300, aux 300 000 $. Est-ce que j'ai pas de target plus haut? Alors, on va refaire quand même. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore notre vague là, hein. On pourra calculer précisément. Là, j'ai pris des targets classiques, hein. J'ai pas pris des targets extrêmement bullish. C'est pour ça que pour l'instant, ce scénario-là, on peut pas faire de target précise, hein. Vous voyez, là, j'ai pris un truc simple. Tac, tac, tac. Et j'ai pris tac, tac, tac. Alors là, je sais pourquoi ça bug, c'est parce que c'est en logarithmique. Oui. J'ai pris une 3 qui ira rechercher les 1,61,8. Mais si on est très bullish, la 3 peut se trouver là. Donc on aura une 4 et puis une 5 qui monterait beaucoup plus haut. C'est pour ça que pour l'instant, tant qu'on n'a pas cette vague-là et la vague 4, on ne peut pas avoir des targets précises parce qu'on ne sait pas où va aller la vague 3. J'ai pris une target minimum. Donc ça, c'est des targets minimum. Voilà. C'est des targets minimum pour scénario. Bien entendu, voilà, si la 3 va jusqu'ici, eh bien, on pourrait aller effectivement beaucoup plus haut. Et on pourrait probablement aller aux 400 000 $, 500 000 $. Mais en tout cas, 1 million de dollars, hop, je sais pas où, voilà, vous voyez, hop, bah ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Même pour les targets de vague jaune. Alors, je vais justement vous montrer les targets, ça va être plus simple de vague jaune.
Donc hop, hop, hop. Vague jaune, 1,61,8, 130 000 $. 2,61,8, 170 000 $. Donc pour une vague 5, on entre dans des targets très bullish, une vague 5 en extension. Ça tombe bien, c'est le scénario avec vague 5 en extension. 3,61,8, 222 000 $ et 461,8, 271 000 $ et là, c'est déjà des targets extrêmement bullish. Et vous voyez, au-dessus, j'ai plus de target. Alors, on peut rajouter des niveaux Fibo, mais en général, une vague 5, déjà, une vague 5 va quasiment jamais au-dessus des 261,8. Donc après, c'est des scénarios extravagants, hein. Dès qu'on est au-dessus des 310 000 $, c'est vraiment des scénarios extravagants. Donc, est-ce que moi, personnellement, j'ai des scénarios qui nous emmènent à, 1 000 000 $? Non, j'ai pas ça dans la poche. 400 000 $, 500 000 $, pourquoi pas? Peu probable, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Si on est extrêmement bullish, ce scénario peut nous emmener effectivement à 400 000 $, 500 000 $. 1 000 000 $, non, j'ai pas de scénario, moi personnellement. Il faudrait qu'on soit dans un autre scénario, par exemple, qu'on sorte du cycle du bitcoin. Heu, En fait, il aurait même fallu que là, on corrige plus, hein. Si vous voulez 1, 2, 3, vous savez qu'on aurait pu faire ça. Hop, 4, 5. Il aurait fallu avoir une correction plus importante et plus longue ici. Pas forcément un bear market, mais justement. Et puis, voilà, on a une vague de correction, et puis là, 2, 3, 4, 5. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a fait. Donc, bah moi, pour l'instant, pour le moment, hein, sauf si, parce que là, on est peut-être toujours dans une correction, hein, tant qu'on n'a pas cassé là, on peut être dans une flat A, B et C, effectivement. Si on n'a pas de bear market, mais une correction comme ça, et qu'on va pas à 30, 40 000 $ comme prévu, si on a un bear market comme prévu, et bien, du coup, oui, on aurait pu avoir une vague 1, là, une vague 2 en flat, et puis après 3, 4, 5, mais du coup, ce ne sera pas dans 6 mois, ce sera plus long, mais effectivement, il n'y aura pas de bear market, et on pourra, oui, atteindre 500 000, 1 million de dollars durant finalement ce cycle qui serait un super cycle. Mais pour l'instant, bah, à l'heure actuelle des choses, on ne peut pas dire qu'on est dans un super cycle. Pour l'instant, on tient la route par rapport au cycle précédent. On est toujours dans le cycle. Donc, il n'y a rien qui me permet de dire qu'on va atteindre 1 million de dollars durant ce cycle par rapport au graphique, par rapport euh, aux extensions FIBO de ce bull run ou même par rapport à la comparaison avec les bull runs précédents. Voilà, donc, conclusion. Conclusion. Pour avoir un Bitcoin à 500 000, 1 million de dollars, il nous faudra beaucoup, 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 beaucoup d'argent, hein, comme vous avez pu le voir ici. Il nous faudra qu'il y ait une adoption massive par les petits particuliers ou une adoption massive par les pays et les banques. L'un, c'est peu probable, les petits particuliers, avec la structure actuelle du marché et la simplicité, enfin, plutôt la difficulté actuelle qu'on a pour investir dans les cryptos. L'autre, c'est peu probable, les pays, bah, à court terme, parce que ça va prendre du temps. Le troisième acteur, la smart money, ils seront là, mais ça suffira pas à eux seuls, surtout qu'ils ne vont pas investir n'importe comment et ils vont prendre des profits sur la durée, sur la montée. Il nous faudra également, bien entendu, pour faciliter tout ça, comme on l'a vu, la liquidité, une explosion de la liquidité mondiale. Et voilà, donc pour conclure, ça va être extrêmement, extrêmement difficile d'atteindre 500 000 ou 1 million de dollars durant ce cycle. Si je devais donner des probabilités, alors je vais donner des probabilités avec ou sans explosion de la liquidité mondiale. Donc je dirais que si on avait une très forte, hein, un peu comme on a eu en 2020, augmentation de la liquidité mondiale, un Bitcoin à 500 000 $, je lui donne grand maximum, 20% de chance de se produire et 80% de chance de ne pas se produire. Si on n'a pas de grosse poussée de la liquidité mondiale, je divise par 2 et là, c'est 10% de chance de se produire. Un Bitcoin à 1 million de dollars, on va faire simple, avec une grosse poussée de la liquidité mondiale, 10% de chance de se produire, maximum 90% de chance de ne pas se produire, et sans grosse explosion de la liquidité mondiale, grand max 5% de chance de se produire. Donc 95% de chance de ne pas se produire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi votre avis en commentaire. Dites-moi vous, quels sont vos objectifs. Encore une fois, s'il y en a qui ne sont pas d'accord et qui pensent qu'on va atteindre 500 000, 1 million de dollars, qui pensent que je me trompe, dites-le moi. Ceux qui suivent ma chaîne, vous savez qu'en général, sur des sujets comme ça, je me trompe rarement. Mais
Je serais le plus heureux si cette fois je me trompais. Je demande qu'à me tromper les amis. Moi un bitcoin à 500 000 ou 1 million de dollars, je dis oui et ça me fera plaisir de vous verser 50 $ ou 100 $ à tous les abonnés qui ont laissé un commentaire sous la vidéo. Voilà. Mais malheureusement, heu, pour ma part, je pense qu'il faudra plus regarder des targets, comme on a vu là, les 130 000 $, les 170 000 $ ou, si on est dans ce scénario-là, et bien pourquoi pas aux alentours des 200, des 250 000 $. Mais aller plus haut, ça va être extrêmement compliqué. C'est pas impossible, hein, comme je vous dis, c'est possible, mais c'est juste peu probable. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Mais vous savez, un bitcoin à 1 000 $ j'ai bien dit, bah, c'est possible aussi, hein. Voilà, s'il se passait quelque chose, tout le monde bannissait le bitcoin ou il y avait un problème de sécurité dans les transactions ou peu importe. C'est possible, mais c'est peu probable à l'instant T, hein, donc on va pas miser dessus. On va pas miser sur un bitcoin à 1 000 $, même si c'est possible parce que c'est peu probable. Et ben c'est pareil, un bitcoin à 1 million de dollars, oui, c'est possible, mais dans les 6 mois à venir, du moins, durant ce cycle, c'est peu probable. Voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Tchuss.